bonsoir, bienvenue dans le live Share Afrique de ce jour. Je suis ravie de revenir vous voir ce soir pour vous parler d'un sujet qui est fondamental puisqu'on est toujours dans cette rubrique d'éducation. L'éducation en Afrique est un enjeu majeur, ça a été le thème dont nous avons parlé lors du live de la semaine dernière. Et pour poursuivre sur cette thématique et plus précisément sur un sujet d'avenir, du présent et d'avenir, nous recevons ce soir Evelyne Mbakop qui va nous parler de l'apprentissage du code informatique en Afrique. Il est à rappeler que l'enjeu de l'éducation et de la formation pour le continent africain va au-delà d'une urgence pour ce continent, puisque les projections nous disent que l'Afrique représentera d'ici 2050 40% de la population mondiale, et nous savons que ces 40% de la population mondiale africaine représentent une grande majorité de jeunes. Qui dit jeunesse, dit éducation, dit formation, dit réponse aux besoins en ressources humaines du continent. Et le numérique est un sujet majeur, puisque tout ce qui nous entoure aujourd'hui touche à ce domaine. Nous arrivons à faire ce live aujourd'hui grâce aussi à ces connaissances numériques, au codage informatique. Et c'est avec grand plaisir que j'aborderai ce thème aujourd'hui avec mon invitée Evelyne Mbakop, qui est la fondatrice de MBCode. MBCode, c'est cette école que Madame Mbakop a créée au Cameroun, à Douala, pour former des jeunes et des moins jeunes Africains à la programmation informatique. Nous allons l'accueillir pour qu'elle nous parle de cette initiative et surtout qu'elle nous dise en quoi cela contribue à bâtir cette Afrique de nos rêves, cette Afrique que nous voulons. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Awa. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Très très bien, moi je suis ravie de vous avoir aujourd'hui dans le live Share Afrique. C'est un honneur. Je tiens à vous remercier encore chaleureusement d'avoir si spontanément accepté notre invitation. Quand j'ai vu votre profil, lorsque je préparais ce live, j'ai été vraiment très impressionnée par votre détermination, par ce qui vous animait, et je me suis dit ça c'est vraiment quelque chose que nos amis sur Share Afrique seront ravis d'entendre et surtout de parler de ce sujet crucial que le codage informatique. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter à nous, qui êtes-vous, et ensuite nous dire, pour démarrer cette discussion, pourquoi est-ce que vous avez voulu créer MBCode? Alors, merci déjà pour tout le compliment que vous me faites. Je ne sais pas si je le mérite, mais je le prends de bon cœur. Ça me touche énormément. Alors, je suis Evelyne Mbakop, je suis camerounaise d'origine et belge d'adoption. Je vis en Belgique depuis une bonne vingtaine d'années. Dans ma vie professionnelle ici, je suis conseillère emploi, conseillère formation. Au Cameroun, j'ai mis sur pied effectivement la toute première école, on va dire une fabrique, qui a pour objectif de former des jeunes au métier du digital. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi avoir pensé à ce projet pour mon pays d'origine, le Cameroun? Cette démarche vient d'une réflexion que je me suis faite et d'un constat. Le constat selon lequel, chez nous, nous avons beaucoup de jeunes qui suivent un parcours, on va dire un parcours qu'on pourrait qualifier de parcours normal. Ce sont des parcours qui sont proposés au Cameroun, c'est-à-dire un parcours scolaire, un conventionnel, un parcours suivi pour certains d'un parcours universitaire. Mais au terme de leur formation, ils n'arrivent pas à s'insérer sur le marché de l'emploi, simplement parce qu'il y a une inadéquation entre le marché de l'emploi et les besoins en termes de main-d'œuvre des entreprises. Alors, si on exclut le problème qui est le nôtre en Afrique, c'est-à-dire le problème de manque d'entreprises, d'industries qui engagent, il se trouve quand même qu'il y a une voie qui s'ouvre à nous, qui est la voie du numérique. Pour une fois, on n'a plus besoin de beaucoup de moyens pour se former et pouvoir travailler dans ce domaine-là. Et Dieu seul sait, l'Afrique en cela est bénie, parce qu'il y a beaucoup d'Africains, nous sommes jeunes, enfin, les Africains sont jeunes pour la plupart, et donc c'est une matière à pouvoir former et pouvoir mettre sur le marché de l'emploi. C'est d'où ma démarche de me dire, il n'y a pas encore de centre de formation qui s'intéresse
vraiment à cette problématique-là, autant avec la petite expertise que j'ai, mettre sur pied un projet qui pourrait répondre à cette demande-là. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Evelyne, pour cette introduction. Donc, effectivement, vous l'avez dit, l'Afrique est un continent jeune. La majorité des Africains ont moins de 25 ans et on projette le besoin à main-d'œuvre sur ce continent et pour le monde de plus en plus important pour répondre aux défis que ce continent doit relever. Et naturellement, cette jeunesse doit être prête pour les métiers du futur. Alors, le codage informatique, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est la question qui m'est posée régulièrement. En fait, c'est quoi le codage? C'est un langage qui permet à l'humain, à vous et moi, de pouvoir interagir avec la machine. Et pour pouvoir le faire, il faut maîtriser le langage qu'il y a derrière. C'est ce langage qu'on appelle le codage. Et pour pouvoir répondre justement aux défis qui sont les défis de maintenant et même déjà des défis futurs, il faut qu'on ait beaucoup de personnes qui sachent écrire ces langages de code-là, ces langages-là. Effectivement, parce que quand on parle de codage informatique, très souvent, on s'imagine que c'est un domaine très pointu, un domaine que n'importe qui ne peut pas apprendre aussi facilement, que ce n'est pas accessible aux enfants, par exemple, qu'il faut attendre. Alors justement, il y a eu beaucoup d'appréhension quand j'ai décidé d'apporter ce projet au Cameroun, justement parce que les uns et les autres s'imaginaient qu'il fallait avoir des diplômes, il fallait avoir des prérequis forts, solides en informatique pour pouvoir se former dans ce domaine-là. Non, il n'en est rien. Tout simplement, nous, on a pensé à une pédagogie que nous avons appelée la pédagogie active. Nous ne l'avons pas créée. C'est une pédagogie qui existe. L'idée, c'est de mettre les personnes qui se forment, que ces personnes soient acteurs ou actrices de leur propre projet, de leur propre formation. C'est-à-dire, je fais en apprenant et j'apprends en faisant. En d'autres termes, le formé est l'acteur de son propre projet. Il est confronté aux situations réelles qui lui permettent, en même temps qu'il résout les problèmes qu'il rencontre, d'apprendre en même temps. C'est la raison pour laquelle chez nous, nous avons ouvert la formation à toutes les personnes qui souhaitent se former sans prérequis techniques. Bien évidemment, nous avons quand même mis quelques filtres pour permettre à ce que le groupe soit un minimum homogène, le groupe des apprenants. Dites-nous un peu plus sur ce processus de sélection. Chez nous, ce que nous mettons en avant, c'est la motivation des personnes qui veulent intégrer le projet. Bien évidemment, nous avons mis quelques petits filtres qui permettent de pouvoir avoir un groupe homogène. Et ces filtres sont des filtres en français. Il faut savoir lire et écrire, ce qui n'est pas si compliqué que ça. Il y a également celui de pouvoir avoir le sens de la logique, c'est-à-dire aussi des connaissances en calcul, conversion et autres. Maintenant, comme je dis, le plus important chez nous, c'est la motivation. C'est la motivation et ces filtres-là viennent en second. Parce qu'on a beau dire, les personnes même qui ont ces prérequis-là, c'est-à-dire qui savent lire, qui savent écrire, qui savent compter, s'il n'y a pas cette motivation-là, nous, on ne les intègre pas dans le projet. Et la motivation, nous, on l'évalue pendant la phase des entretiens de motivation. On essaye, par les techniques que nous avons, ne retenir que des personnes qui sont déterminées et qui ont envie d'aller très loin dans ce projet. Et il faut dire que chez nous, la formation, elle est relativement courte. Nous sommes partis sur 6 mois de formation en présentiel et 1 mois de stage en entreprise. La difficulté majeure que nous avons, c'est que les entreprises sont assez fermées pour la plupart. Beaucoup d'entreprises ne comprennent pas les enjeux de ce que nous mettons en place. Mais fort heureusement, nous avons eu quelques entreprises qui ont accepté d'accueillir au sein d'elles nos stagiaires. Et pour également contourner cette difficulté, les stagiaires ont créé eux-mêmes une start-up
dans laquelle ils travaillent sur des projets clients. C'est-à-dire qu'ils se sont mis ensemble, ils ont créé leur propre structure au sein de MB Code. Et à travers cette structure, ils travaillent eux-mêmes sur des projets clients. Ils ont développé des projets pour des clients en Allemagne, des projets pour des clients au Tchad et des projets pour les clients, certains clients en Belgique et également des projets pour le Cameroun. Et actuellement, ce sont eux qui s'occupent de tout ce que nous avons comme animation, formation des nouveaux apprenants et également formation des enfants. Parce que nous avons également, à partir de la semaine prochaine, des projets dans la robotique et dans le codage pour les plus jeunes. D'accord. Et ce projet pour les plus jeunes, comment est-ce que vous l'avez construit? Quand vous dites plus jeunes, j'imagine c'est pour les enfants, du coup, puisque là, le programme dont on parle, ce sont déjà des jeunes adultes, on va dire. Comment est-ce que vous avez bâti ce programme pour les plus jeunes et quel en était le contenu, quelle tranche d'âge? Pour nous intéresser aux jeunes, aux enfants, nous avons commencé par nous intéresser aux parents. Je me suis rendu compte de tous les plateaux que j'ai fait au Cameroun, que plusieurs parents ne savaient pas trop ce que c'était le codage, la robotique et les enjeux également. L'idée de commencer à intéresser les jeunes, je me suis dit, si les parents déjà ne sont pas informés, les jeunes, les enfants encore moins, autant commencer maintenant. Alors, du coup, nous avons lancé à partir de la semaine prochaine les stages pour les enfants de 6 à 14 ans. Et nous allons poursuivre cet été avec des stages pour les enfants de 6 à 17 ans. Nous avons une partie robotique, introduction à l'initiation à la robotique, et une partie codage, initiation également au codage. Ce stage est animé par un partenaire en France qui représente une structure qui va nous apporter, qui va mettre à disposition de nos enfants ces robots. Ça s'appelle RoboSafe. C'est la structure partenaire dans ce projet-ci. D'accord. Très bien. Et je tenais à rappeler que pour votre programme de formation des jeunes donc à l'école MB Code, en dehors du programme pour des enfants dont vous venez de parler, est un programme totalement gratuit. Tout à fait. Le programme, il est totalement gratuit et nous comptons sur le soutien des entreprises, le soutien institutionnel et le soutien de toutes les personnes, les mécènes qui se sentiraient touchés, intéressés par cela. Pourquoi est-ce que nous avons pensé à mettre sur pied et à ne pas demander une contribution aux personnes qui bénéficieraient de nos formations? C'est d'abord parce que la cible que nous avons, c'est des personnes qui ont terminé des études et qui n'arrivent pas à s'insérer dans le marché de l'emploi. Et ce sont des personnes qui, par définition, n'ont pas les moyens de se payer un projet aussi onéreux. Alors, pour ces personnes-là, on souhaiterait les encourager, les aider en mettant à leur disposition des outils leur permettant de pouvoir aussi postuler, aussi bien pour les entreprises au Cameroun que pour les entreprises à l'international. Parce que ce qu'il y a de magnifique et de fabuleux dans le codage, c'est qu'à partir d'un point A, on peut travailler pour des entreprises des points B, C qui se trouvent aussi bien à l'intérieur qu'à l'international. De manière simple, je dirais, pour un Camerounais qui est installé dans mon village, on va dire à Baranté, il peut tout à fait travailler pour une entreprise à Washington. Donc, voilà, c'est magnifique avec ce type de métier. Oui, exactement. Et ça, justement, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui avec la révolution du numérique et les métiers liés à l'informatique, on voit beaucoup de personnes vivre en Inde, sous-traiter pour des entreprises un peu partout dans le monde. Quels sont les métiers clés, selon vous, auxquels le codage informatique donne accès ou donnera accès aux jeunes Africains? Mais je vais vous étonner, tous les métiers deviennent désormais des métiers clés. Moi, je vais vous prendre un exemple. C'est dans la vente, par exemple. Vous me direz comment est-ce que le codage peut avoir sa place dans la vente. Vous allez peut-être me poser la question. Mais je vais vous expliquer, moi qui vis ici également, nous vivons en Occident,
Si vous essayez d'être un tout petit peu curieux, vous vous rendrez compte que le métier de la vente à l'heure actuelle a changé. Il y a de cela 20 ans, quand vous entrez dans un magasin, vous avez la vendeuse qui vous approchait, le conseiller en vente qui vous approchait et qui essayait de requérir vos besoins. Maintenant, vous avez des cartes de magasin qui regorgent un certain nombre d'informations sur vous. Et une fois que vous badgez votre carte, la vendeuse connaît toutes vos habitudes. Elle sait quel est le parfum que vous avez pris il y a quelques semaines. Elle sait quelles sont vos habitudes en matière de maquillage et cosmétique. Pour pouvoir créer ce type de programme, on a besoin des codeurs. Ce sont eux qui écrivent tous ces programmes-là. Vous voyez, donc moi je pense que dans tous les domaines dans lesquels nous évoluons actuellement, les métiers du codage sont demandés. Et vous verrez même au niveau des tracteurs, vous voyez les tracteurs sur lesquels les gens se mettent pour travailler, on commence à avoir des tracteurs qui sont télécommandés, c'est-à-dire ça se fait à distance. Vous avez le tracteur, il est là, et il y a quelqu'un qui actionne les manettes et les choses se mettent en place. Également, dans le cadre des métiers comme... moi, je parle des tracteurs parce que là, on est dans un métier manuel. On était loin de s'imaginer qu'une personne à des centaines de mètres pourrait actionner ce type d'engin et que l'engin puisse faire des opérations précises. Et non loin de moi, ici en France, dans quelques villes chez vous, nous avons maintenant quelques métros, je ne sais pas moi, ce sont des trams, qui sont sans chauffeur. Si on nous avait dit qu'on aurait des véhicules sans chauffeur, des lignes de tram sans chauffeur, on n'aurait pas cru. Et pour pouvoir mettre tout cela en place, on a besoin des personnes qui écrivent ces lignes de code, des personnes qui écrivent des applications. Je veux dire, pour moi, je pense que tous les domaines d'activité seront impactés. Et j'ai entendu dernièrement parler d'un appareil, un robot, qui pouvait faire des consultations. C'est-à-dire, au lieu d'aller chez le médecin, le robot, lui, voilà, parfois de mettre quelle que soit votre empreinte pour vous dire de quoi vous souffrez. Voilà. Moi, je pense que il y a besoin, tous les métiers sont impactés. Tous les métiers, désormais, vont vers le digital. Et pour cela, on a besoin des personnes qui puissent être capables de suivre, d'écrire, de programmer, de faire de la maintenance, ainsi de suite. Je pense que tous les domaines d'activité sont impactés. Je souhaite que, une fois encore, l'Afrique ne se retrouve pas à la traîne. Il faut qu'on en parle. Je pense que les politiques africaines doivent prendre la mesure de cela. Les politiques africaines doivent se positionner par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces enfants que nous formons avec tout ce qui est programme que je pourrais qualifier un tout petit peu de rétro, qui ne s'adapte pas à l'évolution rapide du monde. Qu'est-ce qu'on fait avec? Quand je vois des programmes dans lesquels j'ai étudié il y a 25 ans, qui sont encore présentés à nos enfants, je me dis, il y a un problème. Il faut qu'on agisse. En parlant de nos politiques, de nos dirigeants, de nos gouvernants, quelle est votre relation avec les leaders, les décideurs? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté quelque part de rendre ces formations accessibles aux jeunes, notamment au Cameroun? Alors, moi, j'ai fait les démarches que je devrais faire. J'ai saisi les autorités compétentes. C'est vrai qu'à présent, j'ai pas encore de retour. Mais je suppose que tous les dossiers sont sur la table, que les dossiers sont en train d'être traités. Mais je vous avoue que j'ai hâte qu'ils se penchent que ces décideurs se penchent sur la question. Parce que pour moi, c'est une des questions essentielles. C'est une des questions essentielles parce que, je veux dire, moi, je ne suis pas économiste. Je suis simplement conseillère emploi et j'ai la chance d'exercer ici depuis un bon nombre d'années. Je vois comment les choses se passent ici. Et je me dis, il faudrait également que chez nous, on prenne la mesure de l'écart que nous sommes en train de créer avec les populations du sud, du nord, peu importe. Voilà. Maintenant, il appartient aux autorités de comprendre les enjeux et de décider ou pas de s'investir. Mais je pense qu'elles ont tout intérêt à décider
de s'investir dans ce secteur-là. Parce que pour une fois, je dis, on a besoin que de cerveau. On n'a pas besoin d'investissements énormes. On a besoin, moi, le rêve que je caressais, c'était de pouvoir avoir les centres de formation dans toutes les villes du Cameroun. Voyez-vous? Et pourquoi pas en Afrique, hein. D'ailleurs, j'avais approché en son temps l'ambassade du Mali ici. L'idée était de pouvoir créer également une école chez eux. Voyez-vous, il y a de cela quelques années, le fondateur de Facebook s'est rendu au Nigeria parce que le Nigeria a compris, le Nigeria va très vite. Ils ont formé à ce jour plus de 100 000 codeurs, hein, et ça leur a valu la visite du patron de Facebook. Moi, je ne pense pas qu'il soit allé faire son shopping, enfin, je ne pense pas qu'il soit allé en vacances. Je pense qu'il allait travailler. Il allait travailler parce qu'il a vu que ça représentait aussi une possibilité pour lui de pouvoir engager. Mais voyez, en Afrique francophone, nous traînons encore la batte, hein, on ne sait pas. On ne sait pas ce que nous attendons, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout à fait. Je suis vraiment épatée par votre détermination en tout cas et vraiment tout ce que vous faites à votre niveau. Je pense qu'il n'y a pas de petite démarche. Une démarche plus une autre, c'est ainsi qu'on fera avancer cette Afrique. Et comme on le dit, on est vraiment ici dans le cadre de cette plateforme Chère Afrique, c'est de mettre en avant ce qui se fait sur le terrain par des gens comme vous et surtout d'interpeller également nos dirigeants parce que quelque part il manque cette jonction en fait d'idées, d'esprit pour faire avancer nos pays et je pense qu'il est crucial de montrer ce que vous faites sur le terrain, quelles sont les difficultés que vous pouvez avoir et comment est-ce que justement on peut aussi insérer ces éléments-là dans les programmes de nos États. Donc moi je ne peux que vous féliciter et vous encourager encore à poursuivre vraiment dans ce que vous faites au quotidien. Et autrement, comment est-ce que aujourd'hui vous vous projetez pour l'avenir par rapport à tout ce que vous avez pu mettre en place aujourd'hui? Est-ce que vous avez une ambition africaine, une collaboration en cours ou à venir ou en tête avec d'autres États? Est-ce que vous avez des confrères ailleurs que vous connaissez, que vous pensez peuvent aussi joindre les forces ensemble hein, pour faire justement évoluer ce secteur-là? Alors, les collaborations, j'en ai. Je veux dire, bon, je ne vais pas encore parler de collaboration, mais les contacts, j'en ai. Je suis en discussion avec un jeune très dynamique aussi, qui est installé, je pense qu'il a des structures au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali. C'est l'association 10 000 codeurs. Je crois qu'ils sont présents depuis une dizaine d'années. Ils forment également les jeunes à ces métiers du numérique, à des prix, enfin, je ne parle même pas de prix, hein, c'est très, très raisonnable. Donc, nous sommes en train de travailler sur la possibilité de nous mettre ensemble et de voir comment on fait évoluer les choses. Voilà à peu près ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Mais je suis ouverte également à d'autres partenaires, d'autres pays qui seraient intéressés par notre démarche. Parce que je me dis, plus on sera nombreux, mieux ce sera pour nos jeunes. Pour nos jeunes, parce que comme je vous expliquais tantôt, moi je suis conseillère emploi. Et quand je vois le taux de chômage, je ne sais même pas si je peux appeler taux de chômage, parce que ici chez nous, on définit les chômeurs comme étant des personnes qui ont déjà peut-être travaillé et qui bénéficient même des revenus du chômage. Moi je dis, quand je parle, je pense au nombre autour de personnes qui sont sans emploi et qui, pour la plupart, ne travailleront jamais en Afrique. Je me dis, c'est une bombe à retardement. C'est une grosse bombe à retardement. Parce que vous avez des jeunes, des personnes, on va dire des jeunes, je ne sais pas si on doit les appeler des jeunes, qui, depuis qu'elles ont terminé leurs études, n'ont jamais travaillé et ne travailleront jamais. Pour certains, ils ont fait des études universitaires, mais leurs diplômes sont en inadéquation totale avec le marché de l'emploi. Tant si jamais il y a encore des emplois, dire voilà. Et maintenant, il y a des nouveaux métiers qui se créent, qui ne nécessitent pas un gros investissement. Il est grand temps que les pouvoirs publics se saisissent de cela et développent cette filière
pour former un maximum de personnes. Moi, je suis convaincue que les GAFA, les Google, Facebook, Apple, si nous avions dans certains pays atteint la masse critique, ils viendraient s'installer. Ils se sont installés en Inde. C'est pas parce que l'Inde est jolie, c'est parce qu'ils ont atteint leur masse critique. Nous, on souhaite aussi que ce soit le cas chez nous. Et pour cela, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on ouvre ces portes-là à ces jeunes qui ne demandent qu'à se former. Moi, chaque jour, j'ai des dizaines de jeunes qui veulent venir chez moi se former, mais j'ai une capacité d'accueil très réduite. J'ai que 25 places, vous voyez. Et à cela, je dois de nouveau encore les discriminer. Parce que voilà, je ne peux pas prendre des personnes qui viennent, je n'ai pas assez de place pour les accueillir. Et ces personnes sont à la porte, ces personnes attendent. Voilà, je veux dire, finalement, une œuvre que je voulais rendre belle, parfois je la termine en crème pas parce que je me dis au nom de quoi, je prends X et je refuse Y. Voilà, c'est très difficile pour moi quand je suis confrontée à ce type de décision à prendre. C'est l'occasion également, pour moi également, de vous remercier d'avoir ce regard-là parce que très peu de personnes s'intéressent à ce type de sujet qui, pour moi, sont des sujets qu'on devrait, qu'on devrait mettre sur la table et en parler à tue-tête. Parce que avoir des personnes qui font des études, qui ne travaillent pas et qui sont toujours à la charge de leur famille, qui vont se marier dans les maisons familiales, qui vont faire des enfants dans la maison parentale. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'insupportable. C'est quelque chose d'insupportable. Et pourtant, nous avons du potentiel. Et pourtant, il y a moyen de changer la donne. Donc, c'est bien que cet éclairage soit fait afin que ce problème, cette problématique puisse être posée sur la table. Merci beaucoup Evelyne. On a quelques interventions sur le fil du live. J'avais mis à l'écran le message de Moussa Sidibé qui nous disait que le codage est partout, est plus utilisé même dans les reconversions professionnelles. C'est une vraie niche pour nos pays. On a Guibou qui dit le codage est une grande chance pour l'Afrique. Ouais, je suis d'accord avec ça. Une grande chance pour l'Afrique à condition que, comme on le disait tout à l'heure avec vous, Evelyne, que nos dirigeants, nos décideurs en saisissent aussi l'ampleur en fait et l'enjeu et donnent en fait tous les moyens nécessaires pour que ce soit à grande échelle finalement, parce que ce que vous nous dites, c'est que vous avez, vous par exemple, une école comme la vôtre, un centre de formation comme le vôtre, vous avez une capacité d'accueil qui est limitée, vous ne pouvez pas accueillir tous ces jeunes-là. Donc pour que ce soit vraiment vulgarisé, il faut une vraie vision, un vrai leadership qui peut se prendre au niveau de l'État pour que ce soit par exemple dans toutes les écoles. On a une question qu'on va prendre. Abdoulaye qui nous dit, peut-on devenir un codeur sans être informaticien? C'est pour vous. Tout à fait. En effet, c'est dans mon centre, nous avons de tout. Nous avons des personnes qui viennent du domaine de la finance. Nous avons des personnes qui viennent c'est vraiment tous les profils de marketing et autres. Je veux dire, comme je vous expliquais, c'est grâce à la pédagogie que nous avons pu expliquer. Parce que chez nous, c'est le groupe qui est essentiel. Nous n'avons pas des formateurs, nous avons un coach. Et le coach a pour objectif d'entraîner son équipe à pouvoir atteindre les résultats. Donc, voilà, toutes les personnes qui sont motivées et qui ont envie peuvent tout à fait se former au codage. On n'a pas besoin d'être informaticien. Mais il y a des informaticiens qui apprennent le codage parce que le codage fait partie de leur programme de formation. Et moi, je trouve que c'est regrettable que ce soit les informaticiens qui deviennent des codeurs parce que c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle des informaticiens où voilà, ils ont pour rôle de mettre sur pied des projets informatiques. Et le codeur, lui, il a pour rôle de pouvoir faire fonctionner le projet informatique qui a été mis sur pied, qui a été pensé par l'informaticien. Si je voulais référer ça au bâtiment afin de montrer plus clairement de quoi il est question, quand vous êtes dans le bâtiment, vous avez un architecte qui conçoit le projet, votre projet immobilier.
il conçoit votre maison, il y aura des chambres ici, voilà, il fait de la répartition. Maintenant, pour rendre fonctionnel tout cela, il a besoin, on va dire, des entrepreneurs, des maçons qui vont poser les murs, qui vont creuser. C'est à peu près ça, si je faisais le parallèle avec le codage. Et vous comprenez que si on a un architecte qui, pour lui, au lieu de concevoir les projets immobiliers dans leur ensemble, se retrouve à écrire des lignes de code après 7 années d'études, pour moi, c'est un gâchis. En sachant qu'on peut le faire en 7 mois. Je veux dire, apprendre à écrire en 7 mois. Donc, chez nous, la plupart des personnes qui font ça, ce sont des personnes qui ont des masters en informatique, qui sont codeuses également. Pourtant, il y a moyen de limiter cela et mettre sur le marché chaque année au moins moins 500 codeurs. Hein. En 7 mois, on peut tout à fait former 500, 800 000, j'en sais rien. Et ensuite, peut-être dans 5 ans, on aura nos 60, 70 000, hein, pourquoi pas. Ben, merci beaucoup, Evelyne. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans le fil? Je vérifie. On n'a pas d'autres questions. Je remonte le fil. Ah, je vais quand même mettre un petit mot d'encouragement de Mamedi qui nous dit bravo, belle initiative. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Si on n'a plus de questions, je pense que on va clore le live puisque on est dans notre temps, voir un petit peu plus. Pour la suite, pour nous, ce sera donc effectivement rendre disponible la vidéo sur les différents réseaux et aussi inviter les personnes qui ont suivi ce live aujourd'hui à creuser un peu plus parce que comme le disait Steve Jobs en 1995, chacun doit apprendre à coder à son niveau parce que ça nous permet et ça nous apprend en fait à organiser notre pensée et à réfléchir. Le codage peut s'apprendre dès l'âge de 4 ans et ça nous permet effectivement d'appréhender l'environnement qui nous entoure et à réussir également dans nos différents sujets dans la vie de tous les jours parce que c'est aussi un mécanisme d'organiser sa pensée en fait. Donc voilà, on espère et on poussera en tout cas au niveau de Share Afrique pour que l'Afrique soit au rendez-vous numérique, de cette révolution numérique, pour que nos jeunes s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là. Je pense qu'il y a aussi des outils qui sont disponibles sur Internet où on peut apprendre, se former, s'initier ou déjà avoir quelques connaissances sur ces thématiques-là. Donc de ne pas hésiter à utiliser l'outil informatique Internet pour savoir ce que c'est que le codage et même peut-être commencer à programmer un petit peu. Un dernier mot peut-être, Evelyne, avant qu'on ferme? Alors, merci beaucoup, Awa. Merci à Share Afrique de l'opportunité qu'elle m'offre afin de pouvoir parler avec autant de passion de ce métier que j'adore par-dessus tout. Parce que pour moi, je suis convaincue que le codage représente une réelle chance pour l'Afrique. Alors, saisissons-la. Merci infiniment. Merci Evelyne. On vous recevra très certainement encore une fois plus tard pour nous parler de vos projets, de comment est-ce que tout ceci évolue. Je mettrai vos contacts et les informations sur MBCode sur la page et sur nos différents réseaux pour que notamment les personnes qui sont du côté de Douala au Cameroun, magnifique pays, puissent aussi prendre contact éventuellement et peut-être prendre part à vos formations. Merci à tous, merci à toutes les personnes qui nous ont consacré de leur temps précieux ce soir pour suivre ce live Share Afrique qui avait pour thème apprendre le codage informatique en Afrique. Et à très bientôt, on se dit à vendredi prochain pour notre prochain live. Bonne soirée, au revoir et merci Evelyne, au revoir à tout le monde. Au revoir, bonne soirée.